L'histoire de la conquête de l'Ouest est souvent racontée comme celle d'une nation en quête de progrès, étendant ses frontières vers des terres inexploitées. Pourtant, cette expansion s'est accompagnée d'une série de violences systématiques à l'encontre des peuples autochtones, qui ont vu leur territoire, leur culture et leur population disparaître sous la pression des colons et de l'armée américaine. Ces violences ne sont pas un phénomène isolé du XIXe siècle, mais elles prennent racine dès l'arrivée des Européens en Amérique du Nord. En effet, dès le XVIIe siècle, les contacts entre les colons et Amérindiens sont marqués par des conflits territoriaux et des épidémies dévastatrices introduites par les Européens. Cependant, la dynamique change radicalement au XIXe siècle, lorsque la doctrine du destin manifeste s'impose comme un principe idéologique justifiant l'expansion vers l'Ouest. Cette idéologie repose sur l'idée que les États-Unis ont une mission divine d'étendre leur civilisation sur tout le continent, un principe qui légitime l'appropriation des terres autochtones et la marginalisation de leurs habitants. L'un des aspects les plus brutaux de cette conquête est l'extermination physique des populations amérindiennes à travers les guerres indiennes et les massacres de masse. Les guerres indiennes du XIXe siècle sont une série de conflits entre les tribus autochtones et l'armée américaine, souvent déclenchée par l'invasion des territoires ancestraux par les colons. Ces guerres ne sont pas de simples affrontements militaires, elles s'accompagnent de campagnes de destruction systématique des villages, de l'abattage du bétail et de la confiscation des ressources vitales. Parmi les événements les plus marquants, le massacre de Sand Creek en 1864 illustre la brutalité de ces affrontements. Ce jour-là, un groupe de soldats américains, sous les ordres du colonel John Chivington, attaque un village de Cheyenne et d'Arapaos, installé dans le Colorado, bien que ces derniers aient déjà accepté de se placer sous la protection du gouvernement. L'assaut se transforme en boucherie, hommes, femmes et enfants sont abattus sans distinction, certains corps étant même mutilés après leur mort. L'événement choque même certains contemporains, mais il reste symptomatique de la logique d'anéantissement qui caractérise cette période. D'autres massacres témoignent de l'ampleur de la violence infligée aux peuples autochtones. En 1870, le massacre de Marias River voit l'armée américaine tuer environ 200 pieds noirs dans le Montana, la majorité étant des femmes, des enfants et des vieillards. En 1890, le massacre de Wounded Knee marque un tournant tragique. Après la reddition d'un groupe de Lakota dirigé par Bigfoot, l'armée ouvre le feu sur des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants, tuant près de 300 personnes. Cet événement est souvent considéré comme la fin officielle des guerres indiennes. Le XIXe siècle voit émerger des figures marquantes, tant du côté autochtone que du côté des colons et militaires. Sitting Bull, chef des Lakota, Hunt Papas, est l'une des figures les plus emblématiques de la résistance autochtone. Il joue un rôle central dans la bataille de Little Big Horn en 1876, où l'armée américaine subit une lourde défaite face aux Sioux et aux Cheyennes. Geronimo, chef Apache, mène également une résistance acharnée contre les forces américaines et mexicaines jusqu'à sa capture en 1886. Du côté des colons, le général George Armstrong Custer est une figure controversée. Connu pour son arrogance et son mépris des forces autochtones, il mène l'expédition désastreuse de Little Big Horn où il trouve la mort. Le général Philip Sheridan, quant à lui, incarne la brutalité de la répression militaire avec sa phrase célèbre « Un bon Indien est un Indien mort ». Au-delà des massacres directs, les politiques de déplacement forcé et d'assimilation culturelle jouent un rôle majeur dans la destruction des sociétés autochtones. Le système des pensionnats autochtones, mis en place à la fin du XIXe siècle et généralisé au XXe, vise à effacer l'identité culturelle des peuples indigènes en arrachant les enfants à leurs familles pour les placer dans des écoles où ils sont contraints d'adopter la culture occidentale. Leurs abus physiques et psychologiques y sont fréquents. Dans les années 1960 et 1970, des programmes de stérilisation forcée touchent des milliers de femmes autochtones aux États-Unis et au Canada, dans le cadre de politiques eugénistes visant à réduire la population indigène. Ces violences ne sont pas isolées dans l'histoire mondiale. La colonisation britannique en Tasmanie
mène à l'extermination quasi totale du peuple aborigène tasmanien. Le génocide des Hereros et des Namas en Namibie par l'Empire allemand entre 1904 et 1908 présente des similitudes frappantes avec les massacres des peuples autochtones en Amérique du Nord. Les violences perpétrées au Congo belge sous Léopold II révèlent des méthodes de répression et d'extermination comparables aux politiques coloniales américaines. Malgré ces violences, les peuples autochtones ne disparaissent pas. La résistance se poursuit sous différentes formes: manifestations, recours juridiques et revendications territoriales. Le mouvement des droits civiques autochtones prend de l'ampleur au XXe siècle avec des événements marquants comme l'occupation d'Alcatraz en 1969 par l'American Indian Movement, l'AIM, et la lutte contre le projet de l'oléoduc de Standing Rock en 2016. Aujourd'hui, la reconnaissance des crimes commis contre les peuples autochtones progresse. En 2009, le Congrès américain adopte une résolution exprimant des regrets pour les injustices passées, bien que sans reconnaissance formelle du génocide. Le Canada, de son côté, a mis en place une commission de vérité et réconciliation pour faire la lumière sur les abus des pensionnats autochtones. Tous ces événements posent des questions essentielles sur la nature de l'expansion américaine et sur les véritables coûts humains de la conquête de l'Ouest. Si la mémoire collective a longtemps glorifié cette période comme un âge d'or, elle est aujourd'hui de plus en plus remise en question. Dans l'imaginaire collectif, le Far West est souvent perçu comme une terre sans loi où la violence régulait les conflits mieux que les tribunaux. Cette image, bien que partiellement romancée, trouve un fondement historique dans les nombreuses pratiques de justice populaire qui ont marqué l'Ouest américain du XIXe siècle jusqu'au début du XXe. Le lynchage et les exécutions sommaires étaient des réponses brutales à l'absence d'un système judiciaire efficace, mais aussi le reflet de tensions sociales, raciales et économiques profondes. Alors que le sud des États-Unis associait le lynchage à la suprématie blanche et à la ségrégation raciale, le Far West voyait cette pratique s'étendre à une population plus variée, incluant hors-la-loi, minorités ethniques et criminels présumés. Cette période de l'histoire américaine illustre comment des communautés isolées ont imposé leur propre conception de la justice, souvent au détriment de l'état de droit. Le Far West du XIXe siècle était une région en pleine expansion, marquée par une ruée vers l'or, l'essor des chemins de fer et l'afflux massif de colons. Cette croissance rapide s'accompagnait d'une instabilité sociale et juridique. De nombreuses villes minières et nouveaux établissements n'avaient ni tribunaux, ni shérifs, ni même de lois claires pour gérer les conflits. Dans cet environnement, les lynchages sont devenus un moyen informel de réguler les tensions et de pallier l'absence d'une justice institutionnalisée. Les justices populaires prenaient souvent la forme de comités de vigilance, des groupes de citoyens s'autoproclamant garants de la loi. Ces comités apparaissaient fréquemment dans les régions où les autorités étaient faibles ou corrompues, et leur mission affichée était d'assurer la sécurité en éliminant les éléments considérés comme dangereux. Les principales victimes du lynchage dans l'Ouest américain comprenaient plusieurs catégories de personnes. Les criminels présumés, tels que les voleurs de bétail, les meurtriers et les bandits de grand chemin, étaient les cibles les plus fréquentes, particulièrement dans les zones frontalières et rurales où les vols de bétail et les attaques de diligence étaient courants. L'hostilité envers les étrangers et les minorités jouait également un rôle central dans ces exécutions sommaires. Les travailleurs chinois, arrivés en masse pendant la construction des chemins de fer et la ruée vers l'or, étaient particulièrement vulnérables. Accusés de voler les emplois des ouvriers blancs et perçus comme une menace culturelle, ils furent fréquemment la cible de violences collectives, comme le massacre de Los Angeles en 1871, où une foule lyncha et assassina au moins 18 Chinois. Les Mexicains et les Amérindiens étaient également visés, souvent sous prétexte de représailles pour des attaques contre des colons ou des disputes économiques liées aux terres et au bétail. Les figures historiques liées au lynchage sont nombreuses. Henry Plummer, shérif de Bannack, est un cas emblématique. Accusé d'être à la tête d'un gang de hors-la-loi, il fut pendu en 1864 sans véritable procès.
D'autres figures, comme le général Philip Sheridan, connu pour ses campagnes militaires contre les Amérindiens, ont favorisé un climat où la violence extrajudiciaire était tolérée. À l'opposé, Ida B. Wells a documenté avec rigueur les lynchages aux États-Unis, dénonçant ces actes et contribuant à la prise de conscience nationale. Les méthodes employées étaient variées et avaient un point commun. Elles visaient à humilier et à dissuader. La pendaison publique était la méthode la plus répandue, car elle permettait à la communauté d'assister à l'exécution et d'en tirer une leçon. Les pendaisons étaient souvent expéditives. Une personne pouvait être capturée et exécutée en quelques heures, parfois sous les encouragements de la foule. Certains lynchages incluaient des mutilations post-mortem ou des actes de torture avant l'exécution. Le goudron et les plumes, bien que moins mortels, étaient utilisés pour humilier et chasser les indésirables. Des exécutions par balles étaient également pratiquées, notamment lorsque les lyncheurs souhaitaient éviter une mise en scène trop élaborée. Les lynchages les plus célèbres du Far West illustrent l'ampleur du phénomène. En 1851, à San Francisco, un comité de vigilance fut formé en réaction à une vague de criminalité. Il ne tarda pas à instaurer un régime de terreur, exécutant plusieurs individus sans procès et assumant un rôle quasi gouvernemental. Dans certains cas, la justice de rue se transformait en véritable pogrom, comme en 1885, lors du massacre des Chinois à Rock Springs, dans le Wyoming, où une foule blanche tua 28 travailleurs chinois et incendia leur quartier. Les comparaisons avec d'autres formes de justice extrajudiciaire montrent que le lynchage du Far West s'inscrit dans un phénomène global. Les pogroms en Russie, qui ciblaient les Juifs, partageaient une dynamique similaire de violence collective. En Méditerranée, les vendettas corses étaient une autre forme de justice extrajudiciaire, où la loi du talion prévalait. Pendant la Révolution française, les exécutions populaires traduisaient également une volonté de reprendre la justice en main face à un État jugé défaillant. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, plusieurs évolutions conduisirent à la baisse progressive des lynchages dans le Far West. L'expansion des structures judiciaires, avec la création de tribunaux et le renforcement des forces de l'ordre, limita peu à peu la légitimité des exécutions populaires. L'arrivée du télégraphe et du chemin de fer permit une communication plus rapide entre les autorités locales et fédérales, rendant plus difficile l'organisation de lynchages sans conséquence. La pression de certaines figures politiques et intellectuelles, telles que Ida B. Wells, bien que centrée sur les lynchages du Sud, contribua à un débat national sur cette forme de justice extrajudiciaire. Enfin, le XXe siècle vit la montée du concept de l'état de droit, rendant ces pratiques de plus en plus inacceptables aux yeux de la majorité des citoyens américains. Néanmoins, l'héritage des lynchages dans l'Ouest demeure. La culture populaire, à travers les westerns et la littérature, a souvent idéalisé ou minimisé ces épisodes violents, en présentant les justiciers populaires comme des héros. Dans les faits, ces lynchages ont marqué un tournant dans l'histoire du droit aux États-Unis. Ils illustrent la transition entre une société où la justice était privée et une société où l'État impose progressivement son monopole sur l'application des lois. Les guerres de gangs et les exécutions publiques dans le Far West entre 1850 et 1890 ont marqué une période de grande instabilité où la violence et la loi du plus fort prévalaient souvent sur l'autorité officielle. Le Far West, en pleine expansion avec la ruée vers l'or, l'essor du chemin de fer et les conflits avec les populations autochtones, constituaient un terreau fertile pour les affrontements entre factions rivales. L'absence d'un État fort et d'une force de l'ordre omniprésente a permis l'émergence de gangs organisés et de milices privées qui se disputaient le contrôle des ressources et des territoires. Ces rivalités prenaient parfois la forme de véritables guerres ouvertes entre factions criminelles accompagnées de vendettas sanglantes et de représailles implacables. Les gangs du Far West étaient bien plus organisés et influents qu'on pourrait le croire. Certains contrôlaient des villes entières, imposant leurs propres lois et défiant ouvertement les autorités locales. Le gang des Dalton, composé
des frères Dalton, s'illustre par ses braquages de banques et de trains, défiant les marshals et les forces de l'ordre avec une audace rare. Leur fin tragique en 1892, lors d'une tentative de braquage simultané de deux banques à Coffeyville, Kansas, démontre la violence qui accompagnait leurs activités. Ils furent abattus par des citoyens armés, une pratique fréquente dans un Ouest où chaque habitant pouvait devenir un justicier du jour au lendemain. Leur ascension et leur chute témoignent de la brutalité des conflits entre gangs et forces locales. Un autre gang légendaire est celui de Jesse James et de son frère Frank, à la tête du célèbre gang James Younger. Issus des guerres de la frontière entre le Missouri et le Kansas, les James deviennent des figures quasi mythiques, perpétrant des attaques audacieuses contre des banques, des trains et même des convois militaires. Leur réseau de soutien, notamment parmi les anciens confédérés nostalgiques de la guerre civile, leur permet de se cacher pendant des années. Jesse James, trahi par l'un de ses propres hommes, est assassiné en 1882, mettant fin à une ère marquée par son règne criminel. Son gang se fragmente après sa mort, mais certaines factions poursuivent leurs activités criminelles, perpétuant le cycle de la violence et des vendettas. D'autres gangs, bien que moins connus, jouèrent un rôle clé dans l'économie criminelle de l'Ouest. Les cow-boys de Tombstone, menés par les Clanton et les McClory, dominaient le sud de l'Arizona, s'adonnant au vol de bétail, à l'extorsion et à la contrebande avec le Mexique. Leur affrontement avec la famille Earp culmine avec la fameuse fusillade d'Oque Corral en 1881, mais la vengeance qui s'ensuit est encore plus sanglante. Wyatt Earp et Doc Holliday traquent les survivants du gang, exécutant sommairement plusieurs d'entre eux dans une série de règlements de comptes sanglants qui marquent l'histoire du Far West. Les vendettas personnels entre factions criminelles et familles ennemies se traduisaient par des bains de sang incessants. Parmi les figures emblématiques de cette époque, Billy the Kid incarne à lui seul le mythe du hors-la-loi impétueux. Engagé très jeune dans la guerre du comté de Lincoln au Nouveau-Mexique, il devient l'un des criminels les plus recherchés de son temps. Charismatique et insaisissable, il est impliqué dans de nombreux duels et meurt à l'âge de 21 ans, abattu par le shérif Pat Garrett en 1881. Son histoire, entre légende et réalité, illustre parfaitement la brutalité des conflits de gangs et la rapide ascension et chute des hors-la-loi dans cet univers impitoyable. Les guerres de gangs ne se limitaient pas seulement aux grandes figures criminelles. Dans de nombreuses régions, des rivalités locales dégénéraient en conflits meurtriers. Dans le Wyoming, la guerre du comté de Johnson oppose des éleveurs de bétail fortunés, organisés en une véritable milice privée, aux petits fermiers qui les accusent de vol. Les exécutions extrajudiciaires se multiplient et les tensions atteignent un point culminant lorsqu'une expédition punitive, menée par les grands éleveurs, est stoppée par l'intervention de l'armée américaine. Ce type de guerre civile locale était fréquent, chaque camp cherchant à imposer son autorité par la force et la terreur. Dans d'autres États, comme le Texas et le Montana, les rivalités entre bandits et forces de l'ordre prennent souvent une tournure quasi militaire. Les Rangers du Texas, créés pour maintenir l'ordre dans ces vastes territoires, se retrouvent régulièrement en guerre ouverte avec des bandes organisées spécialisées dans le vol de chevaux, la contrebande d'alcool et le racket des colons. Certains de ces groupes possédaient une hiérarchie bien établie avec des chefs imposant des codes stricts à leurs hommes. Les tensions entre gangs se doublaient parfois de conflits ethniques. Les gangs mexicains, irlandais ou afro-américains se battaient pour leur part du marché criminel dans un monde où la violence était la seule monnaie d'échange. La brutalité des guerres de gangs et leur impact sur les populations locales se ressentaient jusque dans le quotidien des habitants. De nombreuses petites villes vivaient sous la menace constante de pillages, de règlements de comptes et d'actes de représailles, forçant parfois les citoyens à s'organiser en comités de vigilance. Ces groupes armés, souvent composés de commerçants, d'éleveurs et de shérifs locaux, menaient des campagnes de répression brutale contre les gangs, utilisant des méthodes aussi violentes que celles de leurs adversaires. Ces guerres de gangs façonnent durablement l'image du Far West, contribuant à l'idée d'un territoire anarchique où la force prime sur la loi. En réalité, elles marquent la transition d'un Ouest sauvage vers un ordre plus structuré, où la police et la justice commencent à imposer leur autorité.
Mais la mémoire de ces conflits demeure, perpétuée par la littérature et le cinéma, qui transforment ces bandits en figures mythiques, oscillant entre criminels impitoyables et héros rebelles défiant un système corrompu. La frontière entre réalité et légende s'efface peu à peu, laissant place à une fascination durable pour ces guerres de gangs qui ont marqué l'histoire américaine. Le système carcéral du Far West, au XIXe siècle et au début du XXe, était marqué par une brutalité extrême où les prisonniers, qu'ils soient criminels, prisonniers de guerre ou membres de populations déplacées, subissaient un traitement souvent inhumain. Dans un contexte où les infrastructures pénitentiaires étaient limitées, où la loi peinait à s'imposer et où la main-d'œuvre était précieuse pour le développement du territoire, les détenus étaient souvent soumis à un travail forcé, éreintant, enchaînés et maltraités. Qu'ils soient enfermés dans des prisons de fortune, dans des camps militaires ou contraints de travailler sur les routes, les chemins de fer et les mines, ces prisonniers étaient souvent traités avec une rudesse qui reflétait la dureté du Far West lui-même. Les Amérindiens capturés lors des guerres de la frontière, les prisonniers confédérés détenus pendant et après la guerre de sécession, les criminels de droit commun envoyés dans des pénitenciers aux conditions effroyables, tous partageaient un quotidien de souffrance et de privation. La chaîne, omniprésente dans le système pénal, symbolisait non seulement la perte de liberté, mais aussi une punition en soi, limitant les mouvements des prisonniers, causant des blessures graves et les rendant vulnérables aux abus. Le travail forcé était une composante essentielle du système carcéral du Far West. Dans un territoire en pleine expansion, où l'économie reposait largement sur l'exploitation des ressources naturelles et la construction d'infrastructures, les autorités voyaient en ces prisonniers une main-d'œuvre gratuite et corvéable à merci. Condamnés à des travaux exténuants, sous une surveillance impitoyable, ces détenus étaient envoyés creuser des routes, bâtir des ponts, poser des rails pour le chemin de fer transcontinental ou encore exploiter des mines dans des conditions insupportables. Dans les camps de travaux forcés, les prisonniers devaient souvent travailler de l'aube au crépuscule, sous la menace des fouets et des fusils des gardiens. Un exemple marquant est celui des prisonniers envoyés au chantier du Southern Pacific Railroad, où des hommes enchaînés par groupes tentaient d'ouvrir un passage à travers des montagnes abruptes, sous un soleil de plomb. Les prisonniers mal nourris, souvent affaiblis par la dysenterie ou le scorbut, étaient obligés de transporter des charges de plusieurs dizaines de kilos et de dynamiter des passages dans la roche, au risque d'être ensevelis sous des éboulements. Les prisons elles-mêmes étaient souvent des lieux de travail forcés, où les détenus étaient astreints à des tâches harassantes, parfois simplement pour leur propre survie, comme la coupe de bois pour se chauffer ou la fabrication de briques pour construire leurs propres cellules. L'environnement du Far West, avec ses températures extrêmes, son manque d'eau potable et la rudesse de ces terres arides, rendaient ces travaux d'autant plus éprouvants. Les prisonniers, mal nourris et souvent privés de soins médicaux, mouraient fréquemment d'épuisement, de malnutrition ou des blessures infligées par leurs surveillants. Les chaînes jouaient donc un rôle central dans ce système répressif, utilisé autant pour limiter les évasions que comme instrument de punition. Elles étaient un symbole de l'oppression exercée sur les prisonniers. Les détenus étaient souvent attachés par les chevilles, parfois par des fers particulièrement lourds qui les empêchaient de marcher correctement et provoquaient des blessures profondes. Dans certaines prisons, les chaînes étaient fixées au mur ou au sol, empêchant tout mouvement. Les chariots de prisonniers, utilisés pour transporter les condamnés d'un point à un autre, étaient souvent conçus pour les enchaîner, dans des positions inconfortables pendant de longues heures, voire des jours entiers. Pour ceux qui tentaient de s'échapper, les punitions étaient encore plus sévères. Certains étaient forcés de porter des boulets attachés à leurs jambes en permanence. D'autres étaient fouettés et laissés enchaîner sous le soleil brûlant en guise d'exemple. L'un des cas les plus célèbres de résistance à ce système est celui de Billy the Kid, qui parvint à s'évader de la prison de Lincoln County en tuant ses gardiens et en se libérant de ses chaînes à l'aide d'une lime cachée. Son évasion spectaculaire, sous les balles des chasseurs de primes, est devenue une légende du Far West, illustrant à quel point il était difficile,
mais pas impossible, d'échapper à l'oppression carcérale. Malgré ces conditions inhumaines, certains prisonniers parvenaient à survivre et dans de rares cas à s'évader. Les évasions étaient extrêmement dangereuses, car les fugitifs risquaient non seulement d'être abattus par leurs geôliers, mais aussi d'être traqués par des chasseurs de primes ou lynchés par des habitants locaux. L'environnement hostile du Far West, avec ses vastes déserts et ses montagnes impitoyables, faisait de la fuite une entreprise presque suicidaire. Les femmes du Far West ont souvent été reléguées à un rôle secondaire, à la fois dans la société et dans la culture populaire. Cependant, leur réalité quotidienne, les injustices qu'elles ont subies et leurs contributions méritent d'être racontées de manière plus détaillée et nuancée. La vie des femmes dans les villes du Far West était marquée par des difficultés multiples, et les archives regorgent de récits poignants d'abus et d'injustices. Les bordels, souvent le seul lieu de travail pour certaines femmes, ont vu apparaître des figures comme Madame Moustache à Tombstone, une tenancière de saloon et de bordel, qui a attiré l'attention en raison de son caractère audacieux et de sa capacité à s'imposer dans un environnement dominé par les hommes. Dora Dufran, également à Tombstone, est une autre figure emblématique, une femme d'affaires prospère dans un milieu où les femmes étaient censées être silencieuses et soumises. Ces femmes ont, par leur indépendance, défié les attentes sociales, mais leur vie était souvent marquée par la violence, l'exploitation et une totale absence de droit. En témoignent les récits de certaines prostituées qui, par peur des représailles, ont été obligées de vivre dans des conditions de servitude et d'humiliation. Les témoignages de ces femmes, conservés dans les archives judiciaires et les mémoires de l'époque, révèlent une réalité bien éloignée de la légende du Far West. Les femmes du Far West n'étaient pas seulement confrontées à des violences sexuelles et physiques, mais aussi à une législation et des coutumes qui leur déniaient des droits fondamentaux. Les procès pour violence conjugale étaient fréquents, mais rares étaient les cas où une femme obtenait justice. Par exemple, en 1879, une femme de la région de l'Arizona a été agressée par son mari, mais le procès s'est conclu par l'acquittement de ce dernier, en raison de la conception largement partagée que les violences conjugales étaient une affaire privée. Les mariages forcés étaient également courants, et plusieurs affaires médiatisées témoignent de l'absence de recours légaux pour les femmes dans ces situations. Les mariages arrangés entre jeunes filles et hommes beaucoup plus âgés étaient également monnaie courante, créant une dynamique de pouvoir abusif difficile à contester. Les femmes qui tentaient de s'émanciper légalement ou de changer leur statut étaient souvent confrontées à une société profondément patriarcale. Les histoires de femmes cherchant à divorcer ou à obtenir la garde de leur enfant sont nombreuses, mais les résultats étaient rares et souvent défavorables. Certaines femmes, comme Mary Ann Bickerdike, se sont battues pour la reconnaissance de leur action durant la guerre civile et au-delà, mais leur victoire était exceptionnelle. Le sort des femmes esclaves affranchies, des immigrantes chinoises, des amérindiennes et des mexicaines était encore plus précaire. Les esclaves affranchis, bien qu'émancipés de la servitude légale, se retrouvaient souvent dans une forme de servitude économique. Les témoignages de femmes afro-américaines dans le Far West décrivent des vies marquées par la pauvreté, le racisme et l'isolement. Une histoire poignante est celle de Clara Brown, une ancienne esclave qui a fui pour se rendre au Colorado, où elle a construit une carrière d'entrepreneuse, mais même en réussissant à accumuler de la richesse, elle a dû faire face à des discriminations constantes. Clara, malgré sa réussite, a été constamment confrontée au racisme local et même ses tentatives pour aider d'autres esclaves à s'installer se heurtaient à une hostilité généralisée. Les immigrantes chinoises, notamment celles qui ont travaillé comme servantes ou prostituées dans les grandes villes du Far West, ont vécu dans des conditions de ségrégation et d'exploitation extrême. Le racisme systémique les empêchait d'accéder à des emplois respectables et beaucoup ont été victimes de violences physiques et sexuelles. L'histoire de la White Slavery est un exemple tragique de la façon dont ces femmes ont été utilisées par des réseaux criminels. Elles étaient souvent accusées de tous les maux de la société, mais leurs souffrances restaient invisibles, ignorées ou déniées par les autorités.
Une histoire célèbre est celle de la jeune Mei Li, une immigrée chinoise qui a été contrainte de travailler dans un bordel de San Francisco après avoir été kidnappée par des trafiquants. Elle a tenté de s'échapper plusieurs fois, mais chaque tentative a échoué en raison de la puissance des réseaux qui l'exploitaient. Les Amérindiennes, quant à elles, ont subi une double oppression. En plus de la violence coloniale, elles ont été confrontées à des lois discriminatoires et à une politique d'assimilation forcée. Les récits de femmes amérindiennes, comme celle des Lakota ou des Navajos, témoignent de la résistance, mais aussi de la résignation face à des pratiques d'enlèvement d'enfants et d'enrôlement dans des pensionnats. Le destin de ces femmes est souvent relégué à un rôle subalterne dans les récits de l'histoire coloniale. L'histoire tragique de la famille de Sarah Ouidemuka, une militante et éducatrice Paiute, illustre la résistance amérindienne face à la colonisation. Sarah a lutté toute sa vie pour défendre les droits de son peuple, mais son combat est resté marginalisé par la société américaine dominante. Sarah a également connu les atrocités commises par le gouvernement fédéral envers les siens, y compris les abus dans les réserves et les déplacements forcés. Elle a écrit des mémoires poignantes sur la condition de son peuple, mais sa voix n'a été écoutée que bien plus tard. Malgré les difficultés, plusieurs femmes ont défié les conventions de l'époque, en devenant des figures emblématiques du Far West. Ces femmes, comme Belle Starr, une hors-la-loi notoire, ont marqué l'histoire par leurs actes audacieux. Belle Starr, surnommée la reine des hors-la-loi, est l'une des figures les plus célèbres. Elle était impliquée dans des cambriolages, des duels et même des meurtres, où elle est devenue une légende de la résistance féminine dans un monde où les femmes étaient censées être invisibles. Belle a souvent été représentée dans les récits populaires comme une femme fatale, mais sa vie a aussi été marquée par des pertes tragiques et des événements qui ont failli l'anéantir. Belle Starr, bien que populaire, n'a jamais obtenu la reconnaissance de ses actes en dehors du monde criminel, et la société la considérait comme une paria. Outre les hors-la-loi, des femmes comme Annie Oakley ont brisé les barrières en devenant des icônes de la culture populaire, et leur talent en tant qu'archère et tireuse a fait d'elle des figures mythiques du Far West. Annie Oakley, par exemple, a défié les conventions de son époque en devenant l'une des premières femmes à rejoindre un cirque, un milieu masculin par excellence. Elle a non seulement défié les attentes de son époque, mais aussi révolutionné l'image de la femme dans la culture populaire, prouvant que les femmes pouvaient exceller dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes. La manière dont les femmes du Far West ont été représentées dans la culture populaire est un autre aspect important de leur histoire. Les westerns hollywoodiens, par exemple, ont souvent simplifié ou embelli la réalité de leur quotidien. La figure de la femme fatale ou de la dame en détresse est devenue dominante dans les films, occultant les vérités plus complexes. Les récits historiques ont été transformés pour mieux correspondre aux stéréotypes de l'époque, minimisant souvent la souffrance et les luttes des femmes du Far West. La réalité des femmes n'a été qu'une ombre fugace dans ces récits héroïques. Et il faut souvent rechercher dans les archives judiciaires les lettres et les témoignages oubliés pour comprendre l'étendue de leur vie et de leur lutte. Le cinéma hollywoodien a dépeint les femmes du Far West comme des figures d'exception, souvent idéalisées, et a contribué à la création d'un mythe de l'Ouest. Ce mythe a laissé de côté les aspects les plus sombres et les plus complexes de la vie des femmes, et il a fallu attendre des décennies avant que des voix féministes ne remettent en lumière cette histoire oubliée. L'idéologie de la civilisation dans le Far West du XIXe siècle et du début du XXe fut un moteur central de l'expansion américaine. Cette idéologie justifia la conquête de nouveaux territoires et la domination sur les populations locales en partant du principe que la culture euro-américaine était supérieure. Ce discours s'accompagnait de la conviction qu'il était du devoir des colons, des missionnaires et de l'État d'amener les peuples autochtones, les Mexicains, les esclaves affranchis, mais aussi les immigrants asiatiques, vers un modèle de société conforme aux normes occidentales. Cependant, derrière cette façade de civilisation se cachaient des abus nombreux, allant de la violence physique à des formes plus insidieuses d'oppression économique, sociale et culturelle. La conquête des territoires, la répression religieuse et l'expropriation des terres
furent des méthodes principales pour imposer cette vision d'un monde civilisé. Les guerres indiennes, la dépossession des terres et l'assimilation forcée furent les deux autres grands axes de cette civilisation. Les communautés amérindiennes et mexicaines furent particulièrement touchées par les lois de répartition des terres, souvent modifiées pour favoriser les colons. L'Indian Removal Act de 1830, par exemple, poussa des milliers de Cherokees, Choctaw et autres nations à traverser le sentier des larmes, où ils perdirent non seulement leurs terres, mais aussi une grande partie de leur population. Le Mexique, après la guerre américano-mexicaine de 1846 à 1848, se retrouva amputé de vastes territoires. Les Mexicains, se voyant souvent relégués à une position de seconde classe, dépossédés de leurs terres et privés de tout pouvoir politique. La figure de Juan Cortina, un activiste mexicain, incarne la résistance face à cette marginalisation. Cet ancien militaire et ranchero, après avoir assisté à l'oppression de ses compatriotes, mena plusieurs rébellions contre les colons anglo-saxons, bien qu'il fût finalement contraint à l'exil. Dans ce contexte, le système de péonnage, qui se développa particulièrement dans le sud et l'ouest, servit à maintenir les ex-esclaves affranchis dans un cycle de pauvreté et de dépendance. Les anciens esclaves étaient souvent contraints de travailler la terre sous des contrats de travail inéquitables et sous les menaces de violence. Le système, qui visait à imiter les conditions de l'esclavage, bloquait l'accès à la liberté économique et sociale. Ce phénomène toucha particulièrement les Afro-Américains du Sud, mais aussi les ex-esclaves de l'Ouest, tels que ceux qui travaillaient dans les mines d'or et de cuivre en Californie. Les missionnaires, en particulier ceux qui travaillaient avec les Amérindiens, jouèrent un rôle clé dans l'implantation de cette idéologie de civilisation. Ils cherchaient à effacer les cultures indigènes en imposant des normes religieuses et sociales européennes. Le révérend Henry Ripple, un missionnaire chrétien influent, est un exemple de cette tentative de conversion religieuse à grande échelle. À travers l'éducation, il espérait transformer les autochtones en chrétiens et en citoyens respectueux des lois, leur inculquant les valeurs de la société blanche. Cependant, la réalité était souvent bien plus violente. Les enfants amérindiens, envoyés dans des pensionnats, comme ceux dirigés par le Bureau of Indian Affairs, étaient systématiquement séparés de leur famille, interdits de parler leur langue maternelle et forcés de renoncer à leurs pratiques culturelles. Dans ces écoles, beaucoup furent victimes de sévices physiques et psychologiques. Parallèlement, les missionnaires chrétiens cherchaient à redresser d'autres communautés, notamment les Mexicains et les Afro-Américains, en leur imposant des valeurs de travail et de moralité chrétienne. Ce processus de conversion religieuse était souvent accompagné d'exploitation économique, les convertis étant réduits à des emplois sous-payés et précaires. Le travail forcé, tel qu'il se pratiquait dans le cadre du péonnage et des exploitations agricoles, fut une méthode privilégiée de domination dans les territoires conquis. Des industries comme les chemins de fer, qui recrutèrent massivement des travailleurs chinois, furent des symboles de cette exploitation. Les conditions de travail étaient épouvantables et les salaires dérisoires. Les lois d'exclusion chinoises de 1882 renforcèrent cette marginalisation en interdisant leur immigration et en les excluant de nombreuses professions. Les communautés chinoises se trouvèrent ainsi encore plus vulnérables aux abus et aux violences, souvent organisées par des groupes de racistes tels que les Working Men's Party. Malgré cela, des résistances se firent jour, comme celles menées par des leaders comme Wong Chin-fu, qui chercha à défendre les droits des travailleurs chinois et à sensibiliser le public à leurs conditions de vie. Un autre cas marquant est celui de Wong Kim-ark, qui parvint à faire reconnaître sa citoyenneté américaine en 1898. Un exemple marquant de résistance. Cette victoire judiciaire représentait non seulement un rejet des discriminations raciales, mais aussi un affrontement avec une politique visant à effacer les contributions des Asiatiques à la société américaine. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou à utiliser le bouton merci de YouTube. Dans tous les cas, merci pour votre soutien et à bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.